Voilà, donc on va parler du papillomavirus. Loïc m'a demandé de parler du papillot chez l'adolescent en particulier, puisque c'est lui qu'on vaccine, mais on va bien sûr un peu évoquer un peu la pathologie que ça entraîne, puisque cette pathologie est plutôt chez les adultes. C'est vrai que c'est violent, la lumière, là. Alors, bon, mes conflits d'intérêts, je les ai mis, j'ai pas de conflit, j'ai que des liens. Je pense que d'abord, la première notion à voir, c'est que les cancers HPV induits, c'est le prototype même du cancer évitable. Vous voyez sur cette diapo qui n'est pas récente, puisque c'était c'était publié par la Ligue contre le cancer lors du... Je vois pas très bien les trucs. Je vais prendre ton micro, là, c'est pas grave, je prends comme ça. Vous voyez, il y avait un livre blanc, on a fait un livre blanc, ils ont fait un livre blanc du cancer, et vous voyez que dans les cancers évitables, il y a un premier spot, ce sont les toxiques, hein, donc tabac, alcool. Donc là, il n'y a pas photo, hein, ils sont largement devant. Ensuite, il y a les problèmes de nutrition. Et puis ensuite viennent les infections. Et dans les infections, c'est le papillomavirus. Et après, l'hélicobactère, pour lequel on espère peut-être avoir un jour un vaccin. Et hépatite C, hépatite B. Oui, merci. Hépatite B, hépatite C, hépatite B, pour lequel on a déjà un vaccin. Alors, faut que je trouve ma place ici. Ouais, donc je vais me mettre là. J'ai un peu de mal à prendre ma position là. Je vais me mettre comme ça. Voilà, donc c'est un virus très ancien, ubiquitaire, puisque une étude a montré que c'est le Néandertal qui l'aurait passé à un sapiens, ou une sapiens, on ne sait pas dans quel sens, et il y a donc très 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 longtemps. C'est un virus de petite taille, ADN, qui est non enveloppé. Surtout, c'est important, c'est qu'il est très résistant au milieu extérieur. C'est pour ça qu'on le retrouve sur les doigts, les mains, mais aussi sur les culottes, les vêtements et même les instruments, les sextoys évidemment, mais aussi les instruments médicaux. On retrouve de l'ADN du virus sans qu'on ait vraiment la preuve que cet ADN suffit à soit infectant. Sauf peut-être pour les sondes vaginales gynéco pour lesquelles on a eu quelques données. Et deuxièmement, il a cette particularité d'infecter les épithéliums cutanés des muqueuses, surtout dans les zones anogénitales et orales. Et pourquoi est-ce qu'il donne des cancers? Eh bien parce qu'il provoque la prolifération des cellules qu'ils affectent. Ça peut être bénin, c'est les verrues génitales, ou ça peut être évidemment malin. Alors c'est une des infections sexuellement transmises les plus fréquentes dans le monde. Et on sait que quasiment 80% des adultes sexuellement actifs rencontreront un HPV au moins une fois au cours de la vie, et souvent très jeunes, déjà adolescents lors des premiers rapports. Heureusement, là-dessus, vous en avez 80% qui vont en guérir spontanément aussi. Et le problème, c'est les 10 à 20% qui passent à l'infection chronique, et c'est ça qui est à risque de donner des lésions cancéreuses. Alors, il y a bien sûr, donc ça peut arriver chez tout le monde. Mais il y a bien sûr des facteurs de persistance d'infection, puisque le rapport sexuel à un âge précoce, la multiplicité des partenaires, la multiparité aussi, bien sûr le tabagisme et les autres IST, mais aussi les contraceptifs, etc., peuvent favoriser. Et vous voyez ici, très rapidement, ça c'est la prévalence de l'infection HPV chez des femmes qui ont eu un frottis dans le cadre du dépistage et qui n'avaient pas de lésions. Donc elles avaient une cytologie normale. Vous voyez quand même quelle est la prévalence de l'infection qu'on retrouve. Alors donc c'est une infection précoce qui survient souvent dès les premiers contacts sexuels. Avec, par exemple, chez la femme, on sait que le pic est avant 25 ans. Et la contagiosité est très élevée parce que souvent c'est dès le premier rapport qu'il y a contamination. Et le partenaire s'infecte dans 60% des cas. Et on sait aussi que les préservatifs ne sont pas efficaces. Alors, comment ça se transmet? Le plus fréquent, c'est la transmission directe par pénétration, mais aussi par rapport aux orogénitaux, mais aussi par contact intime, par peau à peau, caresses, etc. Il y a aussi une transmission indirecte par les objets contaminés, on l'a évoqué, et il y a aussi cette transmission verticale mère-enfant qui va donner les papillomatoses laryngées juvéniles, qui sont dues à des virus non oncogènes, mais qui sont très, très embêtants. Alors donc, vous voyez les différents types de lésions. Je ne vais pas vous faire un cours de gynéco, mais le plus important, c'est là-dessus qu'on a commencé, c'est les lésions précancéreuses et les cancers anogénitaux, surtout le col de l'utérus,
Mais il y a de plus en plus actuellement, le problème, c'est les cancers des voies aériennes supérieures, des voies aérodigestives et surtout l'oropharynx avec l'HPV 16. Il faut savoir que dans le monde, le cancer du col de l'utérus, c'est la 4e cause de cancer et de décès par cancer chez les femmes. En France, on n'est pas dans la 4e cause, on doit être vers la 9e, 10e, mais c'est dans le monde. Et d'ailleurs, dans 90% des cas, les cancers surviennent dans des pays dits à faible ou moyen revenu. Et puis, il y a des formes non cancéreuses. Donc, vous savez que les verrues vulgaires, c'est de l'HPV aussi, mais ce n'est pas des génotypes oncogènes. Par contre, les verrues génitales, ce n'est pas oncogène, c'est du 6 et du 11. Mais par contre, ça donne des condylomes qui sont des verrues absolument très très gênantes. Et je peux vous dire que quand j'en parle aux gynécos ou aux généralistes qui voient des adultes, pour eux, c'est un vrai problème de santé publique. Voilà, alors, quand on a lancé les campagnes, il faut dire que c'est un vaccin qui date de 2006, beaucoup disaient, mais en France, on ne craint rien, c'est que pour les pays sous-développés, comme ils appelaient ça, etc. Bon. Et bien quand même, la France... Malgré le dépistage, malgré 30 ans de dépistage, de frottis et de traitements, on a encore actuellement 6400 cancers par an, tout mélangé, et plus de 1100 décès uniquement pour le col de l'utérus. C'était 1120 exactement en 2018, par exemple. Et comment ça se voit? Vous voyez qu'il y a une répartition homme-femme. Alors chez les femmes, c'est le plus fréquent, avec le cancer de l'utérus qui domine, bien sûr. Et puis, tous ces lésions précancéreuses qui ne sont pas cancers, mais qui peuvent évoluer, puis qui en elles-mêmes sont gênantes, entraînent des conisations avec augmentation de la prématurité, etc. Il y a aussi les verrues génitales que les hommes et les femmes se partagent à égalité. Et puis, les cancers oropharyngés qui sont en pleine augmentation et qui sont plutôt dominés par les hommes, les cancers anaux et les cancers du pénis, c'est la vulve et du vagin. Vous voyez que 3/4 des cancers, c'est la femme, mais 1/4, c'est les hommes aussi. D'où l'importance de vacciner aussi les garçons, parce qu'en plus, ça se transmet dans les deux sens et ça se fait à deux. Alors là-dessus, quelle est la part des différents de l'HPV? Déjà, pour le cancer du col, c'est clair, il n'y a quasiment pas de cancer du col de l'utérus sans infection à papillomavirus. Pour le reste, ça se répartit un petit peu. Vous voyez que ici, sur l'anus, c'est 87%, vagin, pénis, etc. Et vous voyez que dans l'oropharynx, sur cette étude-là de 2017, on est à 45% à peu près, oropharynx et pharynx, mais là, on est en train de dépasser largement les 50%, et aux USA, ils sont à 70%, comme je vais vous le montrer. Alors, les différents types, c'est une famille qui comporte vraiment beaucoup de génotypes. Ce sont des génotypes et pas des sérotypes pour l'HPV. Donc 40 peuvent infecter le tractus anogénital et 12 sont au risque oncogène. Ce sont les 12 ici, dont 7 sont donc dans le vaccin, et ce sont les 7 principaux. Et puis le 6 et le 11, c'est pas oncogène, mais c'est eux qui donnent les papillomatoses et les condylomes. Voilà la répartition, si vous voulez, ça c'est une répartition qui n'est pas par hasard, puisque ça correspond aux génotypes contenus dans les vaccins. Les premiers contenaient essentiellement le 16 et le 18, plus 6-11 pour le Gardasil, c'était 70% des cancers. Maintenant on est à 90%, et on susurre un petit peu dans les labos qu'ils vont sortir des vaccins peut-être avec encore plus de génotypes pour rapprocher plus les 100%, et pour l'instant on n'a pas d'échappement. Voilà, alors l'autre particularité, c'est l'histoire. C'est une histoire très particulière puisqu'elle a donné lieu à un prix Nobel qui a été donné à un auteur allemand dont je ne me rappelle jamais le nom parce qu'il est un peu compliqué, c'est Von, je ne sais plus quoi, en même temps d'ailleurs que le prix Nobel de découverte de l'HIV. Cette histoire, c'est que la contamination, l'infection, se fait en général, vous voyez, chez l'adolescent ou le jeune adulte. Et le cancer, lui, il apparaît que 30 ans après, c'est 10 à 30 ans après. Alors, les verrues génitales, elles apparaissent assez rapidement. Les lésions précancéreuses, c'est plutôt dans les 5 à 10 ans. Et les cancers, c'est à 10 à 30 ans. Avec, vous voyez, un pic d'incidence du cancer de 40 ans, une médiane à 51 ans, et la mortalité vers 64 ans. Vous voyez que c'est un cancer qui survient tôt dans la vie d'adulte et qui
et qui va passer c'est l'infection qui passe à la chronicité qui fait qu'on a ces cancers au bout d'un certain temps, parce que la cause du cancer, c'est l'infection persistante. Ce n'est pas le fait d'avoir une infection aiguë. Alors après, quand vous avez des lésions précancéreuses, alors remarque préalable, on ne connaît de lésions précancéreuses quasiment que pour le col de l'utérus, un peu pour l'anus, mais ça ne suffit pas à faire de dépistage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de dépistage autre que pour le col de l'utérus. Vous voyez que ça, ce sont les gradations des gynécos sur les lésions précancéreuses. Donc 1, c'est bas grade, et 3, c'est haut grade. Et vous voyez que les hauts grades, c'est 33% qui vont régresser et 12% qui vont donner un cancer. Par contre, les signes 1, ça régresse à 60, mais il y en a 30% qui persistent, 10 qui vont passer au stade signe 3 et qui vont évoluer progressivement sur des années. Ça, c'est intéressant pour montrer que l'invasion survient plus souvent vers 20 grades plus élevés, en plus de 24-1. Bon. Alors, un focus sur le cancer de l'oropharynx, parce que tout le monde connaît le col de l'utérus, et notre problème actuellement, c'est l'oropharynx. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, dans cette étude qui date c'est l'Echner qui date de 2022, mais tout continue à augmenter, vous voyez qu'on a maintenant 71% des cancers de l'oropharynx qui sont liés au HPV. Et vous voyez que ça a croisé, les cancers du col de l'utérus chez la femme a croisé la courbe de l'oropharynx chez l'homme, et la femme a de l'oropharynx aussi en plus, et vous voyez que ça devient plus fréquent. Alors bien sûr, c'est aussi la principale cause des cancers de l'oropharynx étant historiquement le tabac, et comme le tabagisme a quand même globalement diminué dans le monde, c'est aussi un pourcentage. Mais on a une augmentation des cancers de l'oropharynx aussi en nombre absolu. Et au Danemark, ça a été confirmé, hein, ils ont une forte augmentation des cancers de l'oropharynx, et là, c'est pratiquement dû aux tumeurs HPV+, et le tabac est en régression. Et en France, donc Mirghani a montré ça assez rapidement dans la région parisienne. Vous voyez que sur 700 cancers de l'oropharynx, les 16 positifs, vous voyez, on est passé de moins de 5% avant 2001 à plus de 50% en 2021, et il m'a dit que les chiffres continuent à grimper, et c'est essentiellement un génotype 16 vous voyez que maintenant on a plus de génotype 16 positifs que de P16-. Cette autre étude montrait que c'était en France aussi, mais sur l'ensemble, on est passé de 43% en 2011 à 57% à 2021, donc ça augmente. Alors là-dessus, la vaccination est-elle efficace ? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cet historique qui fait que quand on a introduit la vaccination, le temps qu'on agisse, au début, on a pu regarder l'évolution des génotypes sur les prélèvements, sur les études qui étaient faites. Puis cliniquement, on a pu montrer l'efficacité sur la réduction des verrues génitales, c'était fait en Australie surtout, et puis sur la réduction des signes 2, des signes 3. Et le cancer, la preuve clinique de l'efficacité du cancer, ça a attendu 2020, avec cette première étude de Ley en Suède, qui montrait, chez des sujets vaccinés, d'ailleurs c'est quand même 1,6 million filles et femmes âgées entre 10 et 30 ans qui ont été suivies entre 2006 et 2017, étant suivies jusqu'à 31 ans, vaccinées avec le quadrivalent, c'est-à-dire le garde-asile initial. Et vous voyez que l'efficacité, ça c'est celles qui ne sont pas vaccinées, hein, le nombre de cancers augmente progressivement. Vous voyez que c'est surtout à partir de 30 ans que ça devient vraiment important. Eh ben, il y a 88% d'efficacité quand les filles ont été vaccinées avant l'âge de 17 ans. Et après 17 ans, on reste à 53%, ce qui justifie, nous, la demande qu'on a de faire des rattrapages pour tout le monde jusqu'à 26 ans, parce qu'il faut savoir que 50% des cancers du col de l'utérus de la femme se font entre 20 et 30 ans. Se font à partir d'une infection qui a eu lieu entre 20 et 30 ans. Ça devrait venir, je crois que la HAS est en train d'y réfléchir sérieusement. Et ce qui est important aussi, c'est que sur les vaccins, donc le bivalent, le quadrivalent, donc c'est même pas le nona, vous voyez que le taux d'anticorps, les GMT d'anticorps, reste assez constant jusqu'à 12 ans pour l'instant dans cette étude qui date de 2021. Et donc on peut penser qu'on n'aura pas besoin de rappel ultérieur, que la protection va être longue. Alors ça, c'est les autres études. ECOS 2024, quand même, 450 000 femmes ont été suivies, nées entre 88 et 96.
les vaccinés, on n'a aucun cancer du col, quel que soit le nombre de doses reçues, si elles ont été vaccinées entre 12 et 13 ans. Ça monte un petit peu après. Finlande et Grande-Bretagne aussi pareil. Alors, est-ce que c'est bien toléré? Les études sont nombreuses là aussi. La NSM en France avait fait une étude en 2015 pour voir s'il y avait une augmentation des maladies auto-immunes. Elle n'a rien trouvé à part une augmentation des syndromes de Guillain-Barré dont je vais vous reparler. Il y a eu une grosse Cochrane qui a été faite en 2018 sur les maladies auto-immunes neurodégénératives sur toutes les études faites dans le monde qui n'a pas montré d'alerte particulière. À cause de ce risque de Guillain-Barré signalé par la NSM, les Anglais ont fait une étude spécifique avec Nick Andrews où ils ont vraiment fait une étude en recherchant que le Guillain-Barré et ils n'ont vu aucune augmentation et ça a été confirmé ensuite par l'OMS. Et les POTS, les Krebs et les CRPS, c'est ces syndromes un peu bizarres qu'on voit surtout au Danemark et dans les pays scandinaves de fatigue chronique, etc. Aucun lien non plus. Le seul facteur en lien, c'était on voyait une augmentation de ces syndromes-là quand la presse grand public avait publié des articles sur ce syndrome-là. Et à ce moment-là, tout le monde venait se déclarer. Donc aucune raison. Et je vous conseille de lire ce rapport de la Société francophone de la sclérose en plaques. Vous savez, la sclérose en plaques a été l'objet de polémiques pour les vaccinations hépatite B, et puis après pour l'HPV aussi, où ils ont repris toutes les études sur tous les vaccins et la sclérose en plaques, montrant qu'il n'y avait aucune augmentation de la CEP, aucune aggravation des CEP existantes, aucun déclenchement de crise, et qu'au contraire, les CEP doivent être particulièrement bien vaccinés pour hépatite B, HPV, parce que maintenant, elles sont traitées par des biothérapies qui sont immunodéprimantes et qui vont les rendre plus susceptibles que d'autres de faire des infections invasives ou des cancers HPV dépendants. Et ce dernier relevé épidémiologique de l'OMS, qui a étudié quand même une population où il y a eu 1,5 milliard de doses distribuées, sans qu'il y ait aucune alerte, ni de maladies neurodégénératives, ni aucune autre, et avec la fréquence de cas d'anaphylaxie qu'on retrouve dans tous les vaccins. Voilà. Alors, les Français sont-ils bien vaccinés? Ben non. On a eu une première période, parce que la recommandation, c'était en 2007. Vous voyez, on était monté à 30% en 3 ans. Bon, il y a d'autres pays qui montent à 80% en 1 an, mais enfin bon, voilà. Et puis il y a eu les polémiques qui ont fait chuter en 2014-2015. Vous voyez, on était en bleu, c'est une dose à 15 ans. Alors on est là que chez les filles, parce qu'il n'y a pas de recommandation garçon. Et en rouge, c'est les schémas complets à 16 ans. Et puis depuis, ça augmente. La période Covid a sûrement fait qu'un certain nombre d'adolescentes sont sorties, ont dépassé les 19 ans, elles sont plus remboursées, et on a perdu vraiment une population qu'il faudrait rattraper. C'est une autre raison pour laquelle il faudrait vraiment rattraper jusqu'à 26 ans. Les garçons ont été introduits qu'en 2020, et vous voyez que là, on est en 2022 à 47,8%, mais vous allez voir après que... je vais vous donner les chiffres plus récents. Les filles donc, sont montées à 47,8%, les garçons étaient à 12,8%, alors que les filles s'étaient introduites en 2007, les garçons en 2020, ce qui nous fait une couverture vaccinale totale des adolescents de 30% seulement. Donc moralité, en 2022, seulement un ado sur 3 avait eu une seule dose de HPV, une dose ou plus. Et puis alors, j'aime bien ce schéma parce que vous voyez la disparité régionale en France. Vous voyez que la Bretagne est une des régions qui a la meilleure couverture vaccinale et le PACA la plus mauvaise. Et je ne parle pas des îles, on va en reparler. Et vous voyez que si on compare avec l'incidence des cancers du col, la Bretagne est une des régions où il y a le moins de cancers du col, alors que le PACA en est celle où il y en a le plus. Et j'insiste sur les îles. Ce que j'appelle les îles, c'est la Corse, mais c'est aussi Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui sont les zones de France au sens large où il y a la plus grosse prévalence d'HPV et la plus grosse incidence des cancers. Et ce sont aussi les plus mal vaccinés. Alors, comment améliorer cette situation? D'abord, en faisant des mea culpa, parce que si la plupart des gens ont peur des effets secondaires, vous voyez 20%, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, il faut voir que dans 10% des cas, c'est le médecin qui n'a pas proposé. Et même pire, qui de temps en temps a déconseillé ou contre-indiqué. Mais après, il y a le système français qui est un peu particulier, puisque pour faire des vaccins en France, il faut aller voir son médecin ou sa sage-femme pour l'HPV, qui doit prescrire, puis après vous allez chercher le vaccin à la pharmacie, puis après vous retournez chez le médecin et la sage-femme pour faire l'injection.
Ce qui est un peu lourd, surtout à une époque où la démographie médicale est quand même pas le top. Donc qu'est-ce qui a été fait? C'est bien l'autorisation de prescription administration par le pharmacien qui a le droit de vacciner dès l'âge de 11 ans avec tous les vaccins du calendrier vaccinal, dont HPV. C'est aussi la possibilité, si vous prescrivez, que l'injection soit faite par le pharmacien. Moi, maintenant, je prescris les vaccins. Je dis, pour les plus de 11 ans, je dis, vous allez faire les vaccins chez le pharmacien, il vous fera directement. Ou même pour les moins de 11 ans, par une infirmière, il suffit de le prescrire. Et c'est valable pour tous les vaccins du calendrier vaccinal. Et puis, il y a cette vaccination en milieu scolaire dont on va reparler. Nous, on aurait aimé qu'il y ait une autre mesure qui soit prise, c'est que les médecins libéraux puissent avoir les vaccins dans leur cabinet. Et ça, on a une très mauvaise réputation à la DGS. Ils pensent qu'on n'est absolument pas capable de maintenir la chaîne du froid, et donc ils ne veulent pas. Alors, le milieu scolaire, c'est une des solutions. Il y avait eu des études déjà dans le Grand Est. Je suis en retard, ça va qui montrait que finalement, on ne vaccinait pas vraiment beaucoup d'adolescents, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un effet d'information qui est important, on en a parlé. Il y a un effet d'accélération, parce que beaucoup de parents disaient « bon, il n'y a pas de rapport sexuel, je vais attendre », et finalement, ils se retrouvent à 19 ans, ils ne sont pas vaccinés. Il y a un effet de légitimation, ça c'est classique, quand le ministère dit il faut faire ce vaccin, qu'il est recommandé, en plus il est donné gratuitement dans les écoles, les gens se disent ah, il y a quelque chose quand même. Et il y a la progression forte du taux de vaccination. Alors pas forcément ceux qu'on a vaccinés sur place, mais globalement. Vous voyez que ça c'est le dernier tableau de l'augmentation de la couverture vaccinale entre le 30 septembre 2023 et 31 décembre. C'est juste 3 mois, quoi. En 3 mois, on a eu 17% d'augmentation de la couverture vaccinale en France chez les filles, tout confondu, hein, c'est pas se vacciner à l'école. C'est-à-dire les parents, ils ont dit ouais, ils font à l'école, je vais aller voir mon médecin, je vais le faire. Chez les garçons, c'est plus 15%. Donc vous voyez, on est passé de 38 à 55% en 3 mois. On n'a jamais, on pourrait faire une extrapolation, mais ça serait faux. Et en général, ça nous fait plus 16% d'augmentation. On est passé de 32 à 48%. Je vous disais tout à l'heure, un peu plus de 30% de couverture vaccinale chez l'ado. On est à 48%, on va peut-être arriver à 50% en sachant qu'il faudrait qu'on obtienne au moins 60% et dans l'idéal, comme les Australiens, 80-90%. Donc maintenant, je vous disais tout à l'heure, un ado sur 3 en 2022. En 2024, c'est un ado sur 2. C'est mieux, mais peut mieux faire. Et les îles, par contre, vous voyez la disparité. Alors, la disparité, vous retrouvez la Bretagne qui est toujours excellente. Alors c'est ça le paradoxe, c'est elle qui a déjà la meilleure couverture vaccinale. C'est elle qui a le moins de cancer, et ben c'est elle qui progresse encore le plus. Alors que les îles, c'est elles qui ont le plus de cancer, qui ont le moins de couverture vaccinale, et c'est eux qui ne progressent pas du tout. Ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans les îles, mais il faut quand même faire quelque chose. Alors, je connais la présidente de l'URPS de Guadeloupe, elle me dit qu'elle fait tout ce qu'elle peut et qu'elle n'y arrive pas. Et là, le programme pour cette année, dans beaucoup d'ARS, ça va d'étendre la classe d'âge 11-15 ans et pas de se limiter à la 5e, ce qui permettra de faire la 2e dose l'année d'après, de ne pas se limiter, parce qu'entre septembre et juin, faire les 2 doses, c'était un peu difficile, et puis de rattraper aussi les autres. Et beaucoup d'ARS, maintenant, commencent aussi à essayer d'introduire d'autres vaccins, de faire le rattrapage des TCP, hépatite B, et on aimerait bien qu'ils fassent varicelle, méningo aussi, mais ça va être un peu plus dur. Voilà, donc je vous donne quelques ressources sur lesquelles vous pouvez aller voir. Je vous conseille, bien sûr, InfoVac France, mais Stop HPV Isère qui fait des animations et des choses pour les adolescents qui sont vraiment très très bien faites. Là, vous avez une animation qui est faite par... c'est pas une animation, c'est une vidéo par Santé publique France. Et puis... c'était pas pour mettre mes publications, mais c'est parce qu'il y a vraiment une biblio complète, en particulier dans la dernière. Vous avez 2 pages de biblio quasiment exhaustives. Voilà, merci. Merci beaucoup, François.